Allez, notre débat assurance vie et épargne retraite, les bons filons. On va essayer de réfléchir sur tous ces sujets-là avec nos invités. François-Régis Bernicot, président du directoire de Suravenir en direct de Brest. Bonjour François-Régis. Bonjour Jean-François. Avec nous également Nicolas Fleuriot, directeur du développement de l'UMR. Bonjour Nicolas. Bonjour Jean-François. Allez, on attaque si vous le voulez bien. Un point commun entre vous deux, on pourrait se dire, tiens, deux acteurs, où est-ce qu'il est allé trouver des points communs entre eux? Moi j'en ai trouvé un, c'est les partenariats. Vous êtes deux acteurs qui nouent des partenariats. On va commencer par les vôtres à l'UMR. Vous bossez avec qui? Eh bien, on bosse avec Laplace, Mesquer, Placement Direct, MGEN, Harmonie Mutuelle, pour ne citer que quelques-uns. Parce que rappelons quand même que l'UMR est un spécialiste de l'épargne retraite individuelle. Nous ne faisons que ça, c'est notre activité exclusive. 11 milliards d'euros, 371 000 adhérents. Société à mission, faisons partie du groupe Vive. Et donc, nous avons pour ambition d'apporter l'épargne retraite au plus grand nombre, tout simplement parce que tout Français devrait avoir un PER dès jour 1 de sa vie professionnelle. Et donc, on s'intéresse à la fois au grand public, à la fois au patrimonial, et donc aux distributeurs qui touchent ces segments. Avec une caractéristique de votre offre, des produits de type multi-support et également des produits de retraite à points. Exactement, une gamme complète, points, multi-support, grand public, patrimonial, clé en main et PER dédié. Et c'est là-dessus le cœur de notre proposition de valeur. François-Régis, on parle maintenant des partenariats de Suravenir. J'ai le sentiment, alors vous me dites si vous êtes d'accord avec moi ou pas, que on vous revoit à nouveau. On a vu Suravenir beaucoup à une certaine époque, quand vous voyez un peu moins, et vous avez de plus en plus souvent l'occasion de réunir la presse pour annoncer de nouveaux accords. C'est vrai, alors Suravenir, c'est la compagnie d'assurance vie de personnes du Crédit Mutuel Arkéa, et on a par nature en fait une tradition de faire on a une dynamique commerciale externe qui est très importante. Aujourd'hui, 2/3 du chiffre d'affaires de Suravenir dépend de réseaux de distribution qui sont externes au Crédit Mutuel Arkéa. Donc on est un banque-assureur un peu particulier. Alors c'est pas que des partenariats, puisque dans ce que vous comptez dans les 2/3, il y a d'un côté des partenariats, mais il y a aussi une activité qui est menée par Viplus. Par Viplus, moi je la compte dans les partenaires parce que c'est des partenariats avec nos amis CGP qui représentent aujourd'hui quasiment la moitié de la collecte de Suravenir. Donc c'est vrai que sur la partie Internet, qui est aussi une partie importante de notre activité commerciale, puisque ça représentait 25% de la collecte en 2023, on avait eu la tentation ces dernières années de se concentrer sur nos partenaires actuels et on a souhaité, depuis 2 ans, on a souhaité se remettre sur le marché et donc on a lancé deux partenariats l'année dernière. Il y en a encore d'autres lancements qui se profilent en cette année 2024. Et aujourd'hui, vos partenariats, c'est plus assurance vie, c'est plus retraite? C'est les deux. On est aussi présent sur le terrain et on est très attaché à ce produit. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Mais on reste marqué quand même beaucoup sur l'assurance vie puisque l'épargne, de manière générale, c'est 75% du PNA de Suravenir. Et l'assurance vie, c'est 90% de la collecte. Ok, alors justement, match un peu assurance vie retraite. J'adore taquiner France Assureur dans la publication de ces chiffres, puisque France Assureur donne des chiffres globalisés entre l'assurance vie et l'épargne retraite sans différencier. Alors, j'ai regardé les chiffres de 2023 de source ACPR. L'ACPR nous dit l'assurance vie, stricto sensu, a décollecté 2,3 milliards. France Assureur nous dit ça a collecté 2,4, ça a collecté 2,4 milliards. Donc je voudrais qu'on essaie de regarder un peu les dynamiques sur les différents marchés. Déjà, chez l'UMR, comment s'est passé votre exercice 2023 en collecte et en affaires nouvelles? Très bien, sur les deux domaines. Et on peut que confirmer la dynamique marché, 10 millions de détenteurs de PER, 300 milliards d'encours. Et donc nous, concrètement, en termes d'affaires nouvelles, chaque année depuis 3 ans, on double le nombre d'affaires nouvelles. On y voit aussi l'effet de la réforme des retraites. Ça nous donne une collecte globale en croissance et en particulier sur les partenariats qu'on vient d'évoquer. François-Régis, quid de la situation de Suravenir? De mémoire, j'avais le souvenir que le début d'année 2023 avait été relativement difficile. Comment s'est terminée l'année? Elle s'est terminée bien mieux que le début d'année. On était très contents de la fin d'année 2023 puisqu'on a progressé, la collecte a progressé de 4%, donc se situant à un niveau à plus de 4,6 milliards, ce qui est un niveau, c'est pas le record historique de Suravenir, mais on n'en est pas très loin. Et en ce début d'année, par contre, là, la collecte est bien plus dynamique. On est en progression de 23%
en ce début d'année. Si on regarde les canaux, chez vous, donc il y a le canot bancaire Arkea, il y a ce que vous appelez réseau externe, que moi je vais dissocier en deux. D'un côté la partie V+, et d'un autre côté la partie Internet. Est-ce qu'il y a des différences? Notamment, il y a un sujet sur la partie bancaire. On avait le sentiment que les banquiers étaient de plus en plus, vendaient de moins en moins d'assurance vie. Quand on regarde un peu les derniers chiffres de France Assureur, on est en train de se dire le vent est en train de tourner, il recommence à en vendre. Vous confirmez? Alors, non, je ne vais pas confirmer ça. En fait, l'activité bancaire s'est très bien tenue en 2023 et elle continue à progresser en 2024. On va peut-être faire une année historique en 2024. En tout cas, on est bien parti pour. C'est sur l'activité sur Internet où on avait, nous, le plus souffert en 2023. C'est là où on avait régressé en 2023. Et là, la bonne nouvelle de 2024, c'est que l'activité se redresse nettement, y compris sur Internet. Et ce qui est caractéristique, en tout cas pour l'activité de Suravenir, encore une fois, on a un prisme important. La moitié de l'activité est réalisée sur les CGP. Et on a passé un cap symbolique l'année dernière. On avait passé le cap symbolique de 2 milliards d'euros de collecte brute allègrement. Et on est encore en progression cette année 2024, y compris sur le marché des CGP. Nicolas, quelle est la tendance chez vous sur ce début d'année 2024? Et est-ce que vous voyez, parce que vous nous avez expliqué que vous avez différents canaux de distribution, Mescart, Cristal, c'est de la clientèle patrimoniale, MGEN, c'est de la clientèle plus mass market. Est-ce que vous voyez des différences de saisonnalité entre les clientèles? Alors oui, on voit une différence sur les PER grand public. On est beaucoup plus en gestion pilotée et en versement programmé. Donc les choses sont assez lissées et installées. Là, on a une part de transfert beaucoup plus forte sur les patrimoniaux. Et donc, alors, la chasse au transfert est ouverte toute l'année, mais on voit qu'on a une accélération progressive tout au long de l'année. OK. L'un des sujets majeurs qu'il y a eu cette année, qui peut potentiellement justifier l'évolution favorable que constate France Assureur, c'est que pour la première fois depuis bien longtemps, les taux du fonds euro sont repartis à la hausse. Je voudrais qu'on fasse un point sur le sujet. Quelle est la situation des taux chez vous, chez Suravenir, et quelle est votre stratégie sur l'un des phénomènes de place, c'est-à-dire les taux boostés? Alors, c'est clair que depuis 2 ans, depuis que les taux ont remonté, Suravenir s'est adapté comme l'ensemble du marché. On a remonté les taux de rendement servis aux assurés. On a utilisé aussi la réserve de participation bénéfice pour amplifier ce mouvement dans des proportions limitées, puisqu'on a repris 30 cents en 2022 et 40 cette année. Et ça va continuer, je pense, au cours de l'année 2024 avec une inconnue. Avec une inconnue qui est tout simplement nos anticipations sur la baisse annoncée des taux longs qu'on n'a toujours pas vu venir. Donc ça, c'est l'inconnu qu'on a. Est-ce que la baisse des taux, on va la voir arriver dès cette année, ce qui pourrait avoir une influence sur nos choix de taux versés en début d'année prochaine, ou est-ce qu'on ne la verra pas cette année? Auquel cas, je pense qu'on poursuivra la dynamique qu'on a eue ces 2 dernières années. Et ce qui fait que la promotion finalement de notre fonds en euros dans notre gamme, nous, sur Avenir, on était une compagnie très diversifiée. L'année dernière, 64% de la collecte était faite en unités de compte. On a quand même remis en exergue le fonds en euros depuis milieu de semestre l'année dernière. Avec des boosts? Avec des boosts, avec des opérations commerciales, parce que c'est vrai que le contexte financier est intéressant. Il est intéressant pour les gens qui mettent de l'argent aujourd'hui, mais il est aussi intéressant pour nos anciens clients, puisque les investissements qu'on va faire avec ces sommes vont être relutifs sur la performance pour l'ensemble des clients. Donc c'est pour ça que tout le monde met à profit ce nouveau contexte financier et met à l'honneur, si je puis dire, le fonds en euros un peu plus que les années précédentes. Ça a une incidence forte, puisque par exemple, le taux d'UC depuis le début de l'année chez Suravenir, il est aujourd'hui à 56%. Donc vous voyez, on a quand même beaucoup baissé. D'accord, donc on a décalé, on collecte plus et très clairement, c'est la dynamique du fonds en euros qui permet cette nouvelle collecte. C'est un essor sur la collecte brute du fonds en euros, tout à fait. Nicolas Fleuriot, est-ce que le fonds en euros est aussi important dans l'épargne retraite que dans l'assurance vie traditionnelle? Alors, c'est un des marqueurs importants, un des marqueurs de la performance, et même aussi une des pierres angulaires du PER, même si ça ne doit pas occulter le reste de l'offre financière. C'est pour ça que côté UMR, on attache une importance à être positionné à minima dans le premier quartile, idéalement dans le top 10. Et ce qui est important, c'est que aussi de rappeler, c'est que la performance d'un fonds euro dans le PER est traditionnellement supérieure de 0,6 points versus l'assurance vie. Et ça, on le doit à l'allocation d'actifs
plus offensif que permet les FRPS, notamment avec la part d'action qui est en général à 18%. D'accord. On rappelle effectivement que désormais, les produits d'épargne en direct sont cantonnés et sont plus gérés dans les mêmes actifs généraux que l'assurance vie, ce qui se passait il y a de cela quelques années. Je reste avec vous, Nicolas, parce que vous nous avez dit quand même qu'en épargne retraite, d'ailleurs la règle le prévoit, la règle de base, c'est la gestion pilotée. Gestion pilotée, gestion déléguée, on s'y pomme peu. Quelle différence vous faites entre les différentes formules et qu'est-ce que vous proposez, vous? Alors, on va s'y pommer d'autant plus que nous, on propose des multipoches dans nos PER, ce qui est la capacité, en fait, on distingue 3 formes. La gestion pilotée à horizon, qui est le standard loi Pacte. La gestion profilée sous mandat, voilà, par profil de risque. Et la gestion libre. Et le multipoche est la capacité à combiner ces différentes poches. Et on voit effectivement que côté grand public, on est surtout sur de la gestion pilotée à horizon. Côté patrimonial, on combine ces poches pour avoir en gestion pilotée, profilée, profiter de l'apport des sociétés de gestion, puisqu'on peut personnaliser le PER en y intégrant vos propres fonds, votre propre société de gestion, et utiliser la poche de gestion libre pour aller y mettre de l'immobilier, du private equity, déstructuré, ce qui permet aussi d'animer le portefeuille. Même type de réflexion dans les typologies de clientèle. Plus on est mass market, plus on va être en gestion pilotée et plus on va être en gestion privée, plus on va aller vers la gestion libre. Oui, c'est clair. Nous, clairement, les gros encours qu'on a sur le Perrin, c'est via Viplus, toujours avec nos partenaires CGP. Et une grosse partie des encours qui sont gérés par les partenaires CGP le sont en gestion libre sur le Perrin. Maintenant, on continue à enrichir nos offres de Perrin. Avec nous, on a un credo sur le mandat d'arbitrage. On a beaucoup de partenariats avec des sociétés de gestion, justement, pour mettre à disposition de nos partenaires distributeurs et de leurs clients des offres de gestion conseillée qui peuvent être thématiques, en plus des profils qui sont, réglementaires. Je voudrais alors des profils qui sont réglementaires, vous me tendez une perche, parce qu'il y a un changement majeur, la loi Industrie Verte, qui désormais impose de mettre du non-coté dans les gestions profilées en épargne retraite ou dans les mandats en assurance vie. Bonne ou mauvaise chose? Est-ce que c'est pas encore je vais vous dire la chose suivante, ma pensée, c'est est-ce qu'il n'y en a pas marre que les pouvoirs publics ne cessent de nous dire ce que l'on doit faire? Alors, sur l'objectif qui est poursuivi par le gouvernement, qui est de financer l'économie réelle et qui est de financer les transitions. Nous, sur Avenir, on est 100% pour. On est 100% pour. Sur la méthode, en revanche, qui consiste à dire dans les allocations, on met une couche de non-coté, on aurait préféré, pour être très transparent, on aurait préféré rester sur une pratique de gestion libre, où on pouvait choisir et mettre à disposition les unités de compte qui sont sélectionnées par les assureurs. Ce que vous aviez fait d'ailleurs sur Viplus, par exemple, sur la gamme tremplin. Exactement, c'était exactement ce qu'on avait fait sur la gamme tremplin. Maintenant, bon, le gouvernement a décidé autrement pour, je pense, massifier les flux. Ok, à bon entendeur, salut, on va assurer la liquidité sur cette frange-là des investissements. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sur l'objectif, aujourd'hui, le texte Industrie Verte, c'est donner du sens à l'épargne des clients, c'est mobiliser de l'épargne, mobiliser des financements dont l'économie française et l'économie en général a besoin, parce que la transition économique, ça coûte cher. Et ça ne pourra pas être financé, a priori, par la dette. Réaction sur le non-coté dans l'épargne retraite, dans les gestions profilées? Je rejoins François Régis sur les finalités, tout à fait en phase. Et d'ailleurs, l'UMR était un des premiers à répondre présent pour l'initiative Tibi. On y investit 130 millions d'euros. Après, le private equity dans les PER, on n'a pas attendu, cette loi. On les a déjà dans les PER patrimoniaux, on les a déjà aussi dans le PER en points, puisque c'est une partie de l'allocation. Sauf que le risque n'est pas porté par la même personne. Sur le point, c'est l'assureur, c'est le mutuelle qui porte le risque, et sur l'UCS, c'est le client. Absolument. Et du coup, pour revenir à la question du private equity dans les grilles, c'est plutôt une bonne idée car il y a une régularité de rendement, lors de 10-12% sur le long terme. C'est une classe d'actifs, du coup, dont l'horizon est très adapté à un produit retraite. Après, effectivement, il y a des points de vigilance importants. L'importance de bien sélectionner les fonds, veiller à leur diversification. L'importance des frais, avec quand même un petit paradoxe, on nous dit pression sur les frais bas, qui, il est vrai, grignote la performance, donc on y fait attention. Et là, on a une classe d'actifs plutôt chargée, et puis effectivement, on a ces difficultés financières et techniques autour de la liquidité. Je reste avec vous sur le sujet de la liquidité. Vous avez des SCPI référencés comme unité de compte, et est-ce que vous avez vu des mouvements massifs de désinvestissement? Non, pas de mouvement massif. François Régis,
question sur les SCPI. Et au-delà de ça, peut-être même de manière plus précise, si on rentre sur un partenariat spécifique, c'est le partenariat Primonial. C'est le contrat Sérénie-Pierre avec un fonds qui s'appelle Sécurité Pierre Euro, qui a annoncé une performance de 0 cette année. Et vous avez annoncé un taux garanti pour l'année prochaine. Vous pouvez m'expliquer tout ça? Alors en fait, on avait historiquement un fonds en euros spécifique avec une allocation immobilière prononcée. C'est le fonds Sécurité Pierre Euro. Il y avait 50% d'immobilier dedans. Donc évidemment, cette classe d'actifs, elle a particulièrement souffert l'année dernière, ce qui fait qu'effectivement, on n'a pas souhaité soutenir le taux de façon abusive. Donc on a laissé la vérité des prix de marché et on a effectivement servi une performance à 0 sur ce fonds-là l'année dernière. Donc pour rassurer les clients, on a effectivement mis en place une offre de taux garanti qui est à 2, donc à minimum 2. On servira à minimum 2 pour tous les assurés qui seront restés au 31/12/2024. Donc ça, c'est un fonds en euros. Hein. Donc là, c'est l'assureur qui porte non seulement la liquidité, mais la garantie en capital. On est d'accord, ce fonds en euros, il est fermé? Ce fonds en euros est fermé depuis longtemps. Depuis 2020, il est fermé. OK. En revanche, le contrat, lui, il reste... Le contrat, il reste ouvert. Et Primonial reste un très gros partenaire de Suravenir. Aujourd'hui, ce contrat Sérénie-Pierre, vous avez au-delà de ce fonds, vous avez l'actif général de Suravenir qui est présent comme le fonds en euros. Puis vous avez un certain nombre d'unités de compte, notamment des unités de compte qu'on vient de lancer avec des partenaires de premier plan, comme Capza, où on vient de lancer une unité de compte en dette mezzanine. Donc c'était un accompagnement pour eux aussi, puisque c'était une société de gestion qui était dans le domaine des investisseurs institutionnels et qui va passer sur le marché de retail. On est très content de les accompagner. On a fait la même chose ici sur ce contrat avec Edram. Donc vous voyez, c'est un contrat sur lequel on continue d'innover avec les équipes de Primonial. Je reste avec vous puisqu'on évoquait la contrainte réglementaire de la loi Industrie Verte. Il y a une autre contrainte réglementaire, c'est la CPR qui avait gentiment fait passer le message à la profession en disant les gars, il va falloir que vous fassiez un peu le ménage parce que vous avez trop d'unités de compte qui rapportent pas assez pour le client et trop pour le système. C'est la value for money. Comment s'est passée la séquence des référencements chez vous? Ça a eu un effet majeur? Oui, ça a eu un effet important. Alors déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que la CPR, elle a fait confiance au marché. Elle avait d'autres choix, elle a fait confiance au marché, donc c'est un peu normal. Nous, on est un acteur du marché, on est très ouvert sur l'extérieur, on a 2/3 de la collecte, encore une fois, fait par des partenaires externes. On avait un taux d'UC très élevé, 64%, donc on s'est senti d'autant plus responsable face à ce choix de la tutelle qui a fait le choix de faire confiance aux acteurs. Donc, on a appliqué la démarche qui avait été négociée sous l'égide de France Assureur, qui est une bonne démarche, qui consiste tout simplement à faire en sorte que quand on regarde les performances et les niveaux de frais dans les assortiments, dans les référencements d'unités de compte, on sort ceux qui sont soit les plus chargés et les moins performants. Voilà. Et ça représentait environ, quand on met tout bout à bout, on a déréférencé 25% de l'ensemble des unités de compte qui étaient référencées chez Suravenir. Quid de la situation chez l'UMR? Vous avez une gamme qui est de combien à peu près d'unités de compte? À peu près 150 UC, donc voilà, on n'a pas la même ampleur de phénomène. Et ça, c'est une volonté forte d'avoir une offre restreinte, et d'ailleurs qui est partagée par tous nos partenaires, en offre restreinte, focalisée en architecture ouverte. Ok. Est-ce que justement cette offre, c'est vrai que certains acteurs disent l'étendue de mon offre, c'est une prestation que j'offre, c'est un plus en termes de concurrence. Vous considérez qu'on peut vivre avec une offre plus limitée? Le delta, il doit se faire sur quoi? Sur des services? Absolument, parce que l'effet catalogue nuit tout le monde. Et effectivement, là, on a beaucoup parlé, et c'est logique, c'est très central des aspects financiers. Mais effectivement, la dimension accompagnement et service dans la retraite, parce que c'est un projet retraite dont il s'agit, déjà commencer par optimiser sa retraite de base. Quand est-ce que je dois partir? De quel régime je dépends? Donc là, on a un service qui permet d'orienter, de répondre aux questions de nos adhérents. On a la transition aussi vie professionnelle, retraite. Donc là, on propose des stages pour faciliter cette transition. On a aussi le logement qui est au carrefour de tous les sujets retraite. D'abord parce que il faut être propriétaire de son logement une fois à la retraite, et puis peut se poser des questions de liquéfier son patrimoine. Donc on a une offre viagée là depuis 10 ans. Cette année, on propose un bouquet de rénovation énergétique pour que les personnes puissent rester dans un logement sain pendant les 20-30 ans que va durer leur vie à la retraite, tout en baissant leurs dépenses. Et donc on voit que sur ces différents sujets, sans être exhaustif, on voit que la retraite, ça s'anticipe dès aujourd'hui. Et je crois que sur ce plateau, on a tous une utilité sociale forte
pour aider nos clients à se responsabiliser sur ce sujet et à anticiper. Utilité sociale forte, j'ai noté ce mot-là. Je vais vous poser à tous les deux une dernière question en vous demandant une réponse courte. Finance durable, utilité sociale pour la société en général, parce qu'on a besoin de financement. Quid de votre stratégie en la matière? Puis comme ça, une petite réaction sur une initiative de place. C'est Spirica qui a annoncé le lancement d'un fonds climat. Qu'est-ce qu'il faut en penser? D'abord, finance durable incontournable, et c'est un sujet qu'il faut voir à deux horizons. D'abord parce qu'il y a une attente d'une partie des Français qui ont bien compris que leur choix d'investissement, leur choix de consommation avait un impact. C'est aussi pour ça que vous êtes société à mission? Et c'est aussi pour ça qu'on est société à mission, et donc c'est toute la stratégie d'investissement durable qui se déploie derrière. Donc oui, il faut y répondre. Après, à court terme, on peut voir que effectivement, avec la remontée des taux, avec des biais sectoriels, quand vous retirez du charbon thermique, forcément, il y a des secteurs dont vous vous privez. Par contre, à long terme, on est absolument convaincu que ça n'aura pas d'impact sur le lendemain parce que tôt ou tard, ces secteurs seront délaissés. Donc, on est confiant dans ce choix. François-Régis, votre réaction là-dessus, et je vais moduler ma question Spirica. Est-ce que vous avez réfléchi à lancer de nouveaux fonds? Parce que c'est vrai qu'il y a des opportunités de marché. Et est-ce que vous vous êtes dit, c'est peut-être le moment? Alors, sur la finance durable, c'est au cœur de la stratégie de Suravenir. Tout simplement pour un sujet très simple, pour une raison très simple, c'est que ça donne du sens finalement à notre métier. Là, on mobilise encore une fois des financements, de l'épargne de nos clients pour les mettre à disposition des besoins de financement de l'économie et les transitions. Et la finance durable, c'est ça. Et donc, nous, on peut être que pour, et ça nous contraint alors à deux choses pour un assureur comme nous. Premièrement, dans notre rôle d'investisseur, donc on est plus sélectif forcément dans les programmes d'investissement qu'on fait. Ça vaut pour ceux qui détiennent un fonds en euros. Et on a aussi un rôle très fort avec les unités de compte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de réduire le référencement, mais nous, on va continuer à innover pour accompagner les sociétés de gestion et nos partenaires pour qu'on trouve des supports d'investissement sans cesse plus créatifs pour qu'ils puissent répondre à cet objectif. Concernant la question sur les nouveaux fonds en euros, est-ce que c'est le moment de lancer un nouveau fonds en euros? Évidemment, on a réfléchi à cette question comme tout le marché, puisque dans les fonds en euros, vous avez des actifs obligataires. Et les actifs obligataires d'aujourd'hui, forcément, rapportent plus que ceux que vous avez en stock. Simplement, quand vous lancez des nouveaux fonds en euros, nous on le sait, on a plusieurs fonds en euros. J'ai parlé tout à l'heure du fonds en euros Sécurité Pierrot qui est fermé. On a l'actif général de la compagnie. Et puis on a un fonds spécial sur Internet, c'est l'actif dynamique. Et on sait très bien que quand vous fermez un fonds, déjà, vous n'avez plus que des sorties. Si vous créez un nouveau fonds, les flux vont aller vers le nouveau fonds. Mais quid de l'ancien? Qu'on va appauvrir les anciens. En tout cas, vous avez un risque d'appauvrir les anciens. Et donc aujourd'hui, comme nous, on est très soucieux chez Suravenir des anciens clients comme des nouveaux, pour l'instant, on n'a pas décidé de lancer des nouveaux fonds en euros. Merci à tous les deux pour cet échange. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve le mois prochain, ce sera le 4 juin. On aura un débat sur la plière papier avec de nouvelles têtes. Mais pour ça, je vous invite à regarder le Mercato de Georges Delataille. C'est sur YouTube et c'est sur LinkedIn. Salut, rendez-vous en juin. Ciao.